Chapitre 1. Un accouchement des plus inquiétants. C'était à la fin du mois de novembre, durant cette saison brumeuse où Londres semble perpétuellement voilée d'un linceul gris et lugubre, qu'un événement si singulier et macabre nous arriva à Baker Street qu'il méritait d'être fidèlement consigné dans les annales de mon ami, Monsieur Sherlock Holmes. Le froid s'est installé tôt cette année-là. Un brouillard humide et glacial planait sur les rues, il se glissait sous les portes, dans les plis des vêtements, et offrait un refuge bienvenu même aux cœurs les plus joyeux. C'est par une telle soirée que j'étais assis devant le feu, parcourant le dernier numéro de Le Times, lorsqu'une livraison des plus curieuses vint perturber le rythme paisible de nos chambres. Dont Holmes était plongé dans une de ses humeurs méditatives habituelles cet après-midi-là. Nonchalamment affalé dans son fauteuil, les longs doigts repliés sous son menton pointu, ses yeux gris perçants à demi voilés, comme absorbés dans un labyrinthe de pensées intimes. Le feu de charbon projetait des ombres vacillantes sur ses traits acérés, accentuant son nez aquilin et la fine ligne sardonique de ses lèvres. Il n'avait guère prononcé un mot en 2 heures, si ce n'est pour s'enquérir une fois de l'emplacement de son archet de violon, que je découvris sur la cheminée, en équilibre précaire à côté d'une monographie poussiéreuse sur la morphologie du crâne humain. Courrier, lança la voix de Madame Hudson depuis la cage d'escalier. Son ton, d'ordinaire si vif, tremblait d'une façon inhabituelle. Elle entra peu après, y portant un petit paquet oblong, enveloppé dans du papier kraft et ficelé. J'aurais pu le prendre pour un colis comme un autre si son expression n'avait pas été si pâle, si troublée, et si sa main n'avait pas légèrement tremblé lorsqu'elle m'a tendu l'objet. Pour vous, docteur, dit-elle, tout en jetant un regard nerveux vers Holmes. Pour moi, m'exclamai-je en me levant pour prendre le colis. Il était d'une légèreté inhabituelle, presque déconcertante. Aucun nom d'expéditeur n'y figurait, seulement notre adresse, écrite d'une main grasse et anguleuse. Le regard de Holmes s'aiguisa aussitôt. Watson, murmura-t-il, son ton soudainement empreint d'intérêt. Veuillez examiner le cachet de la poste. J'ai approché le paquet de la lumière du lampadaire. Pas de timbre municipal, seulement cette marque. Une impression grossière, mais presque artisanale. Holmes se leva de sa chaise avec la grâce féline d'un chat, m'arracha le paquet des mains et le porta à la table. Avec la précision d'un chirurgien, il coupa la ficelle et déplia le papier feuille par feuille. À l'intérieur se trouvait une longue boîte en bois, d'une trentaine de centimètres, vernie mais usée par le temps. Les charnières grincèrent légèrement lorsque Holmes soulève le couvercle. Nous avons tous deux reculé involontairement. Niché dans un lit de coton jauni, gisait un seul fémur humain, blanchi presque blanc, parfaitement propre, et scié net aux deux extrémités. Une fine bande de parchemin l'entourait comme une étiquette grotesque. Sur cette bande, écrite de la même main grasse, figurait une seule ligne. Le collectionneur commence par la jambe. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Même Holmes, d'ordinaire si impassible face au choc, contempla l'os, les sourcils froncés et les commissures des lèvres se crispant d'une manière rare, presque imperceptible. « Eh bien, Watson, dit-il enfin, brisant le lourd silence, il semblerait que quelqu'un nous ait envoyé une énigme des plus stimulantes. » Madame Hudson laissa échapper un cri d'horreur et s'excusa précipitamment. J'avoue avoir partagé son dégoût. La vue de cet os blanc et propre, soigneusement emballé et gravé, éveilla en moi une terreur instinctive.
C'est monstrueux, murmurai-je. C'est assurément l'œuvre d'un fou. Pas du tout, répondit doucement Holmes, en retournant l'os entre ses mains. Observez la précision des marques de scie, l'uniformité du blanchiment. Ce travail n'a été ni bâclé, ni réalisé avec frénésie. C'est l'œuvre d'une personne méthodique, fière de son métier. Il tenait le parchemin sous la lumière de la lampe. L'encre est ordinaire, mais l'écriture, remarquez les empattements exagérés, l'espacement délibéré. C'est un homme habitué au dessin technique, peut-être un architecte ou un graveur. Ou un chirurgien, ai-je hasardé. Holmes me lança un regard rapide et scrutateur. Exactement, mon cher Watson. Exactement. Il remit délicatement l'os dans son lit de coton, puis examina la boîte. Vieille acajou. Fabrication anglaise. Une légère odeur de camphre. Elle a là été rangée pendant un certain temps, peut-être dans un grenier sec. Pas d'adresse d'expéditeur, pas de sceau. Ses doigts fins s'attardèrent sur la ficelle. Ah, ce nœud est un nœud marin. Celui qui a envoyé ceci a, à tout le moins, une connaissance pratique du gréement. Mais j'allais lui demander ce qu'il pensait de ce message énigmatique quand soudain, Rapon frappa à la porte en bas. 3 coups secs, urgents, presque frénétiques. Quelques secondes plus tard, la voix anxieuse de Madame Hudson résonna dans l'escalier. Un monsieur veut vous voir, monsieur Holmes. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. Les yeux de Holmes brillèrent. Quelle promptitude délicieuse! Surprenez-le, Madame Hudson. Un instant plus tard, notre visiteur fit irruption dans le salon. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, bien habillé mais visiblement bouleversé. Son visage rougeau était luisant de sueur et de buée, et ses mains gantées tremblaient lorsqu'il ôta son chapeau. Monsieur Holmes, docteur Watson, Dieu merci, je vous ai enfin trouvé, s'exclama-t-il. Je m'appelle Colonel Archibald Penrose, ancien membre des Lanciers du Bengale. Un événement terrible s'est produit et l'arsenal est complètement désemparé. Veuillez vous ressaisir, colonel, dit Holmes avec une courtoisie impeccable. Asseyez-vous, vous êtes au bon endroit. Le colonel fit comme on le lui avait ordonné, mais son regard inquiet se posa bientôt sur la boîte ouverte, posée sur notre table. Sa réaction fut instantanée. Il pâlit, s'agrippa aux accoudoirs de la chaise et murmura d'une voix rauque. Mon Dieu, il vous l'a envoyé aussi. Avez-vous reçu quelque chose de similaire demanda rapidement Holmes. Penrose acquiesça. Il y a 2 nuits, une boîte, semblable à celle-ci, a été déposée devant la porte de mon club. À l'intérieur, une main humaine, parfaitement conservée, comme pour une dissection. Et un mot? Le collectionneur prend ce qui vous appartenait autrefois. Et vous? Ai-je répété. Le colonel déglutit. J'étais autrefois le mécène d'une société d'anatomie privée. Nous finançons des dissections et des collections de spécimens pour les étudiants en médecine. C'était parfaitement légal, je vous l'assure. Mais après un scandale, la société a été dissoute. C'était il y a près de 20 ans. Le visage de Holmes s'était assombri. Et depuis lors? Rien, jusqu'à présent. Mais hier soir, sa voix s'est brisée. Hier soir, on a retrouvé un homme mort dans la ruelle derrière chez moi. Un inconnu, son identité inconnue. Mais la jambe gauche avait été retirée, comme par un chirurgien habile. J'ai ressenti un frisson qui n'avait que peu à voir avec la météo. Holmes se pencha en avant, le regard intense. Et Scotland Yard? Ils sont désemparés. Ils soupçonnent un fou. Mais je sais la vérité. C'est délibéré, monsieur Holmes.
C'est lié à l'ancienne société. Ça ne peut être que ça. Holmes rejoint de nouveau les doigts en épi, les yeux mi-clos. Une main, une jambe, et un soi-disant collectionneur qui commence par la jambe. Il ouvrit brusquement les yeux, l'acier qui y brillait étant indéniable. Colonel Penrose, vous avez bien fait de venir me voir. Watson, prenez votre manteau. Nous allons Saint-Barthélemy et ensuite sur les lieux du crime. Le colonel semblait soulagé, bien que visiblement secoué. Quant à moi, j'éprouvais ce frisson particulier qui accompagne toujours le début d'une enquête de Holmes. Un mélange d'effroi et de fascination. Dehors, le brouillard s'abattait sur les fenêtres comme un spectre informe. Né quelque part dans cette immense ville invisible, un collectionneur rassemblait sa sinistre collection. Holmes prit son chapeau et sa canne avec une efficacité consommée. En passant devant moi, il marmonna: Le jeu est lancé, Watson, et cette fois, il commence par l'os. Chapitre 2. Le client de Baker Street. L'une des particularités de mon ami a toujours été que, face à un événement susceptible d'accélérer le pouls d'un homme ordinaire, il devenait plus froid, plus calme et plus précis dans ses gestes. Il en était de même à ce moment-là. Alors même que le colonel Penrose achevait son discours agité et que le feu de charbon crépitait sous l'humidité du soir, Holmes adopta cette austère vigilance que je considérais comme le signe avant-coureur de sa plus grande finesse. Il rapprocha la lampe de la table où était ouverte la boîte en acajou et, avec une courtoisie délibérée, fit signe à notre visiteur de s'asseoir plus près de l'âtre. Vous n'y verrez pas d'inconvénient, colonel, dit-il, si nous retardons notre départ de quelques minutes. Ce n'est pas dans mes habitudes de m'avancer à l'aveuglette dans le brouillard, alors qu'il y a des lanternes à allumer à la maison. Je me laisserai guider par vous, monsieur Holmes, répondit le colonel, bien que le fait qu'il serrait et desserrât ses gants trahisse un certain trouble nerveux. Holmes prit la bande de parchemin qui avait été attachée autour du fémur et la tint sous différents angles par rapport à la lumière, les yeux mi-clos, la tête inclinée comme pour saisir la moindre suggestion cachée dans les fibres. Vous avez déjà vu cette main, colonel? Ah, demanda-t-il. Je ne peux pas dire que j'en ai déjà tenu, répondit Penrose, bien qu'il y ait une familiarité désagréable dans ce style d'écriture qu'on associe aux livres de contes et aux inventaires. J'avoue avoir moi-même tenu de tels livres de contes. Exactement, murmura Holmes. Et pourtant, ce n'est pas l'écriture d'un comptable ordinaire. Les empattements exagérés témoignent de goût plutôt que de rapidité. Et la pression, voyez, Watson, lourde à la descente et tremblante à la montée, trahit un écrivain soucieux de son ornementation. La vanité se cache dans la boucle de chaque G et de chaque Y. La confiance d'un dessinateur peut être bridée par la conscience d'un employé. Il laissa le parchemin se recourber sur lui-même. Mais nous anticipons. Il se tourna brusquement vers notre visiteur avec cette férocité souriante qui a su faire jaillir la vérité des hommes comme un chirurgien retire une balle. Vous avez fait une chute ce matin, colonel, peut-être sur une marche glissante. L'ecchymose à votre genou gauche datait de moins d'un jour. Vous êtes membre du Portland Club, où vous étiez hier soir jusqu'à une heure passée. Oui, l'odeur de tabac a prisé, émanant de votre veste intérieure, et la poussière de craie. Non pas de craie de billard, mais la fine poussière des tables de whist s'accroche à votre poignet. Vous avez changé de bottes sur le seuil avant d'entrer dans une maison privée cet après-midi. La légère marque striée sur votre cou de pied indique une guêtre déplacée à la hâte.
Vous êtes allé à l'hôpital, mais pas comme patient. Dont l'odeur de peinture est trop légère pour la salle d'hospitalisation et trop particulière pour la rue. Ah, Saint-Barthélemy, à en juger par la carte de visite à moitié sortie de votre portefeuille. Les yeux du colonel s'écarquillèrent et sa moustache se hérissa. Par le ciel, monsieur! On m'avait prévenu de vos pouvoirs, mais ça, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de l'observation, répondit Holmes, un soupçon d'amusement aux lèvres. Votre genou a parlé lorsque vous vous êtes appuyé dessus en descendant du fiacre. Votre manteau, votre gant, votre portefeuille, chacun à son tour a parlé. Ces détails n'ont rien à voir avec votre problème actuel, mais ils nous rassurent. Nous ne sommes pas insensibles et nous avons toute notre attention. Non, je ne pus réprimer un sourire devant l'effet que cette petite démonstration produisit sur le colonel, dont le visage troublé s'éclaircit peu à peu, comme si la simple vue des facultés de Holmes en action lui donnait le courage d'affronter son propre spectre obsédant. Maintenant, dit Holmes en rapprochant sa chaise et en entrelaçant ses doigts, exposez-nous toute l'affaire, colonel, depuis le début. Soyez précis. N'omettez rien qui puisse paraître insignifiant. C'est sur des détails que nous bâtissons. Penrose prit une profonde inspiration. Vous en avez déjà la plus grande partie. Il y a plus de 20 ans, je me trouvais à Londres, entre deux affectations, avec ce loisir précaire que seul un soldat connaît bien. J'ai alors fait la connaissance de quelques messieurs, un chirurgien prometteur, le docteur Alastair Rook, un maître de conférence en anatomie nommé Blackwell, et un certain monsieur Mortlake, qui vendait des instruments scientifiques. Ensemble, nous avons fondé ce que nous avons appelé, avec une certaine emphase, la Société pour l'amélioration anatomique. Nous cherchions à fournir aux étudiants en médecine des spécimens légaux et à encourager l'étude privée par le biais d'abonnements. Ce n'était pas à but lucratif, vous comprenez, nous étions des passionnés. Holmes inclina la tête. Et pourtant, un tel enthousiasme s'aventure sur un terrain glissant. Penrose grimace. Vous dites vrai. Pendant un temps, tout allait bien. Les hôpitaux nous vendaient du matériel légitime, les vieilles curiosités des salles de dissection étaient cataloguées, et une modeste collection. Os, cire, organes conservés, s'était constituée dans une pièce fermée à clé à l'arrière des locaux de M. Mortlake. Puis commencèrent les insinuations, les murmures. Un portier accusé de se prostituer auprès de voleurs de cadavres, bien que cela se soit passé longtemps après Burke et Hare, l'appétit des facultés de médecine ne disparaît pas avec une loi. Quelle que soit la vérité, un scandale se préparait. Rook démissionne de son poste de maître de conférence dans des circonstances troubles. La société se dissout. J'ai contribué financièrement pour que l'affaire soit close, la pièce vidée et la clé rendue à Mortlake. J'ai quitté l'Angleterre peu après. Et maintenant, dit doucement Holmes, le passé frappe à votre porte avec un os scié en guise de phalange. C'est bien vrai, s'écria le colonel. Il y a 2 nuits, j'ai reçu la boîte avec la main et le mot insolent. Le percepteur reprend ce qui vous appartenait. Hier soir, ce pauvre diable dans la ruelle derrière chez moi, sa jambe arrachée comme par un chirurgien. J'ai pensé à Rook, à Blackwell, à Mortlake, mais Rook est mort depuis 8 ans, emporté par la dysenterie à Calcutta. Blackwell est à la retraite, paraît-il, dans le Somerset. Quant à Mortlake, je n'ai plus entendu parler de lui depuis la dissolution de la société. Le regard de Holmes se perd dans le vague.
Mortlake de Holborn, des doigts courts et trapus, une barbe à la Ruskin et l'habitude d'essuyer ses lentilles avec sa cravate. Penrose le fixa du regard. Vous le connaissiez? Je me souviens de cet homme, un vendeur d'instruments de musique assez réputé. Sa boutique sentait le caoutchouc indien et la térébenthine. Non, mais ne nous laissons pas happer par les souvenirs quand nous pourrions nous en tenir aux faits. Vous avez dit que la main était parfaitement conservée. Comment, colonel? Dans un bain d'alcool clair, je suppose, avec une légère odeur de camphre. Camphre, répéta Holmes en me jetant un regard en coin. Nous avons un fil fin qui relie la boîte sur notre table au colis du colonel, puis à la ruelle de Bayswater. Le même goût méticuleux, le même désir de présenter ses trophées d'une manière à la fois scientifique et théâtrale. Il tapota le couvercle en acajou. Cette boîte est ancienne, mais la ficelle, elle, ne l'est pas. Le nœud est de type marin et la fibre grossière. Voyez comme les brins s'accrochent au bois. Ce n'est pas de la corde de ville. Celle-ci appartient à un marchand de cordes en gros, et pas un marchand de luxe. Il y a une infime trace de craie dans la charnière, de la craie de mer, si je ne m'abuse. Je me suis penché pour regarder, mais mes yeux, je l'avoue, n'ont perçu que de la poussière. De la craie marine, Holmes? De la craie de quai, plutôt, corrigea-t-il. Celle qu'on utilise sur les caisses et les coques des navires au bord de l'eau. Quelqu'un a manipulé cette boîte il n'y a pas si longtemps, dans un endroit où la craie et la corde sont indissociables. Un quai Watson, peut-être un quai privé au cœur de la cité. Il se leva, et la ligne acérée de son visage se durcit comme une lame qui s'illumina. Notre percepteur a peut-être un faible pour l'eau. Penrose frissonna. Croyez-vous, monsieur Holmes, qu'il ait l'intention de... Holmes leva la main. Je ne crois rien avant d'avoir entendu mon témoignage. Vous avez parlé de la ruelle. Décrivez-la. Une ruelle étroite derrière ma maison, à Leinster Square. Un agent a découvert le corps peu après minuit. La jambe, la gauche, était sectionnée à mi-cuisse, aussi proprement qu'on sépare une pièce de viande chez le boucher. Il y avait peu de sang, étonnamment peu. Scotland Yard a supposé que le crime avait été commis ailleurs et que le corps était tombé là. Je ne pouvais pas les contredire. Vous ne devriez pas non plus, dit Holmes. Une ablation chirurgicale avec peu de sang plaide en faveur d'une ligature, d'un drainage et d'un délai. Autant d'éléments qu'un meurtrier ne modifierait pas dans une ruelle ouverte. Et vous ignorez tout de l'identité du défunt? Aucun. Un étranger dans le coin. Bien habillé, mais pas un gentleman. Un commerçant, peut-être? Son visage était calme, étrangement calme. Les doigts de Holmes commencent à dessiner délicatement un tatouage sur l'accoudoir de son fauteuil. Calme, dites-vous. Watson, vous vous souviendrez de l'effet de certaines vapeurs administrées avant une amputation. En effet, de l'éther ou du chloroforme. Exactement. Si notre inconnu était insensible, l'absence de lutte violente et l'économie de sang s'expliquent. Nous le confirmerons sous peu. Il se tourna de nouveau vers Penrose. Cet après-midi, vous avez rendu visite à Saint-Barthélemy. Le colonel rougit. Oui, je suis allé consulter une vieille connaissance au service d'anatomie pathologique, Monsieur Blay, le conservateur. Je voulais savoir si d'anciens spécimens de notre société avaient été transférés à l'hôpital. Moi, il n'en connaissait aucun, mais il a laissé entendre, seulement laissé entendre, qu'un monsieur s'était renseigné récemment sur les méthodes de conservation, le blanchiment des os, l'utilisation appropriée du camphre pour repousser les insectes. Il n'a pas voulu me donner son nom,
Les yeux de Holmes brillèrent. Naturellement, il ne s'agirait pas d'une visite privée. Peut-être chez moi. Et Monsieur Mortlake, quelle est son adresse actuelle? Je n'en ai aucune idée. Sa boutique se trouvait à Little Holborn, près du viaduc. Je ne saurais dire si elle existe encore. Notre chemin est donc tracé, dit Holmes en se levant. D'abord l'hôpital, ensuite les écuries de Leinster Square. Et enfin, si la Providence est clémente, Holborn. Mais une dernière chose, colonel. Société pour l'amélioration anatomique. Qui tenait les comptes? Qui rédigeait les étiquettes, les catalogues, les reçus? Parmi vos passionnés, y en avait-il un qui s'enorgueillissait de son travail manuel? Penrose semblait soucieux. Blackwell écrivait comme un ecclésiastique pris dans une tempête. Rooke était rapide et illisible. Mortlake, oui. Mortlake avait une écriture soignée et ornementée. Il était fier de l'esthétique de ses factures. Il pensait qu'un instrument devait être aussi beau dans sa facture que dans son laiton. Holmes hocha la tête, comme si un poids intérieur s'était légèrement déplacé. Merci. Cela fera très bien l'affaire. Il s'approcha de la cheminée où reposait encore l'archet de violon qu'il avait demandé plus tôt dans la journée, et il remua les cendres dans le foyer. Quelques particules blanches s'élevèrent en tourbillonnant avant de se déposer sur le pare-étincelle. Si Holmes se pencha et scruta les alentours, les narines frémissantes d'une délicatesse presque animale. « Cendre d'os », dit-il si bas que je l'entendis à peine. « De notre feu » demandai-je, surprise. « De notre air », répondit-il. « Il est chargé par tous les courants de cette ville, du crématorium au four à chaud, et pourtant, ici, il est plus lourd qu'on ne le croirait à cette heure. Ah, mais je m'égare. Allons, Watson, votre sac. Colonel, votre courage. Madame Hudson, appela-t-il en direction de l'escalier. Nos écharpes les plus chaudes, s'il vous plaît, et une goutte de votre excellent café. La nuit est froide, et Londres est d'humeur massacrante. Pendant que nous nous préparions, Holmes continuait de s'agiter dans la pièce avec cette énergie étrange et contenue qui, pour moi, a toujours été le signe le plus sûr de son agitation mentale. Il enveloppa le fémur dans du papier neuf et le glissa dans sa longue poche Inverness avec autant de soin qu'un employé classe une dépêche. Il glissa l'étiquette en parchemin dans son étui à cigares, car il a la drôle d'habitude de conserver ce genre de choses parmi ses cigares trichinopolis. Puis s'arrêta, la main sur la porte, comme si une pensée insignifiante l'avait retenu. « Watson, dit-il, une question pour vous. Si un homme voulait blanchir des os rapidement, sans l'odeur qui incommode tant ses voisins, et s'il disposait d'un endroit aéré, humide et à l'abri des regards indiscrets, où irait-il? Une écurie, ai-je suggéré, ou un hangar au bord de la rivière? Un hangar au bord de la rivière, répéta-t-il avec un léger sourire. Voyez-vous, colonel, le docteur Watson n'est pas aussi loin derrière qu'il le prétend. Venez, notre première lanterne est celle de Saint-Barthélemy. Nous passerons un peu de lumière chez monsieur. Blais avant que le brouillard ne atteigne nos lampadaires. Nous descendîmes, et la nuit nous accueillit comme une créature vivante. Le brouillard était épais, un voile huileux à travers lequel les réverbères au gaz scintillent comme des seins dans un verre terni. Le cheval du fiacre hennite et le cocher, le col de son manteau relevé jusqu'aux oreilles, nous regarda avec cette résignation maussade, propre à sa famille, par mauvais temps. La silhouette longiligne de Holmes, drapée dans sa cape et fantomatique, monta dans le fiacre avec la souplesse et l'agilité d'un jeune homme, tandis que le colonel et moi suivions d'un pas plus lourd. À Saint-Bartholomew's,
lança Holmes. Et si vous appréciez les 6 pence que j'ajouterai à votre course, mon ami, vous constaterez que c'est la route la plus sèche qui soit. Nous nous sommes enfoncés dans le grondement étouffé du Londres nocturne, la grande ville se mouvant sous son voile comme un léviathan endormi. Tandis que nous traversions Oxford Street, Holmes se pencha et me murmura à l'oreille cette rapidité intime qui lui est propre et qui rappelle étrangement le sifflement d'une bouilloire. Ce soir, Watson, concentre-toi sur les mains des hommes, dit-il. Dans cette horrible boîte que notre percepteur nous a envoyée, l'os était pur comme la conscience d'une nonne. Mais la ficelle ressemblait à une corde et la charnière à de la craie. Des mains capables de faire un nœud de chaise, de mesurer avec une règle et d'écrire comme la queue d'un pont. Une telle combinaison est rare. Nous verrons si M. Blay peut nous aider à retrouver le propriétaire. Et le pauvre homme dans la ruelle, ai-je demandé. Ah, dit Holmes, c'est le cœur de notre métier. La première victime nous dit ce que veut notre collecteur. La seconde nous dira pourquoi. Il commence par la jambe, dit-il. Si l'homme derrière votre maison est le premier, notre adversaire est à prendre au pied de la lettre. Si c'est le second, il est ironique. Dans les deux cas, nous devons être plus rapides que sa curiosité. Le colonel Penrose, n'ayant saisi qu'un fragment de ces mots, serra sa canne si fort que ses jointures blanchirent. « Vous me donnez de l'espoir, monsieur Holmes. »« Je vous propose une méthode, » répondit Holmes. « J'espère que vous pourrez vous la procurer vous-même. » Le taxi descendit vers Smithfield, où le brouillard semblait plus épais et où l'air était imprégné d'une odeur âcre provenant du marché. Nous descendîmes sur les marches de pierre de Saint-Barthélemy, l'ancien hôpital se dressant au milieu de la brume, avec une solennité qui m'inspire toujours un profond respect. Holmes venait de frapper à la porte de la véranda lorsqu'il s'arrêta et se retourna, le regard vif et dur. « Watson, dit-il, tu l'entends ? » « Entendre quoi ? » ?»« La rivière, dit-il doucement. Elle est dans le brouillard, à l'odeur qu'elle dégage. Camphre et eau froide. Notre homme est près de la Tamise, je crois, et il n'a pas terminé. Allons, nous ne devons pas perdre de temps avec M. Blay. Et ainsi, l'os enfermé dans la poche de Holmes et le brouillard, nous pressant dans le dos comme un créancier impatient, nous pénétrâmes dans le sanctuaire carrelé de blanc de la science, ignorant, comme tous les hommes au seuil, le spectacle qui nous attendait derrière la porte de la serre et le prochain coup habile de l'étrange adversaire qui s'était fait appeler le collectionneur. Chapitre 3. À Saint-Barthélemy. C'est avec cette étrange émotion, un mélange d'anticipation et d'appréhension, que je suivis Holmes et le colonel Penrose jusqu'en haut des marches de pierre usées de l'hôpital Saint-Barthélemy. Le brouillard s'accrochait aux fenêtres comme une mousseline souillée, et le faible bourdonnement de la grande ville à l'extérieur semblait étouffé par l'humidité. Il y avait quelque chose de presque monastique dans le silence de ces murs anciens, une solennité à la mesure de notre mission. On nous fait entrer par une porte latérale dans la serre. Une salle voûtée aux carreaux blancs, imprégnée d'une forte odeur d'acide phénique et d'alcool. Des rangées de bocaux en verre tapissaient les étagères, chacune renfermant une curiosité anatomique en suspension dans un liquide, comme si le temps lui-même s'était suspendu en pleine dissection. La lumière du gaz éclairait froidement le verre, projetant des reflets déformés sur le sol, tels les fantômes de patients oubliés. Un homme maigre, vêtu d'une blouse de laboratoire tachée, émergea de derrière un rideau de tablier de lin qui pendait. Ses cheveux gris fer étaient soigneusement coiffés. Une pince-nez ornait son nez pointu
et ses mains portaient de légères traces de produits chimiques qu'aucun frottement ne pouvait faire disparaître. Monsieur Blay, je présume, dit Holmes en ôtant son chapeau avec une politesse feinte. En effet, répondit l'homme en nous observant avec une curiosité clinique. Monsieur Sherlock Holmes, si je ne m'abuse, votre réputation vous précède, même dans ces couloirs. Holmes inclina la tête. Nous vous remercions de votre temps. Nous souhaitons aborder une question concernant certaines préparations anatomiques d'un caractère privé et troublant. Un monsieur vous a récemment sollicité pour des conseils sur les méthodes de conservation. Les sourcils de Blais se levèrent légèrement. Je m'en doutais déjà en recevant votre message cet après-midi. Oui, un homme est venu il y a quelques semaines. Calme, avec une voix agréable. Il a dit qu'il resterait une collection éducative privée et qu'il souhaitait éviter l'utilisation d'alcool corrosif. Il s'est renseigné notamment sur camphre comme répulsif contre les insectes et pour le blanchiment des vieux os sans endommager la structure superficielle. Holmes hocha lentement la tête. Décrivez-le, s'il vous plaît. Blay pinça les lèvres. De taille moyenne, peut-être 1 ou 2 centimètres plus petit que vous, bien habillé, mais sans ostentation. Des gants, une paire de lunettes curieuses, teintées malgré la grisaille de la journée. Ses mains étaient des propres, les ongles plutôt longs. Il dégageait une légère odeur de goudron ou de corde, ce qui me parut inhabituel chez un homme de son allure. J'ai vu les yeux de Holmes briller. Du goudron, dites-vous, et de la corde. Oui, une odeur maritime. J'ai travaillé avec des chirurgiens de bord. Je la connais bien. Excellent, murmura Holmes. Et ses manières? Réservées. Ses questions étaient très précises. Il prenait des notes, mais pas de façon habituelle. Il dessinait de petits schémas dans les marges d'un carnet en cuir. Des fémurs, des humérus, des vertèbres, des croquis assez réussis aussi. Holmes arpentait lentement les lieux, son regard parcourant les bocaux sur les étagères. A-t-il laissé un nom? Il en a donné une, répondit Blay. Morton. Je ne saurais dire si c'était la sienne. Holmes s'arrêta brusquement devant une vitrine contenant une rangée d'ossements blanchis, chacun portant une étiquette soignée en caractère d'imprimerie. Il se pencha pour examiner attentivement les étiquettes, puis se redressa avec un léger sourire. Monsieur Blay, oh, ces étiquettes, qui les a écrites? Oui, répondit Blay. Je suis fier de ma main sûre. En effet, répondit Holmes. Mais dites-moi, y en a-t-il eu récemment des manipulations? Blay parut surpris. Faussé? Non, à moins que... Il se dirigea vers une étagère plus basse et fronça les sourcils. Étrange. L'un des fémurs de notre série comparative a été retiré la semaine dernière pour être nettoyé. Il a été remis en place le lendemain, parfaitement propre, presque aussi propre. J'ai supposé qu'un assistant avait pris l'initiative. Mais maintenant... Holmes s'agenouilla et sortit sa loupe de sa poche. Il examina l'os, le tournant délicatement sous la lumière de la lampe. Je vis son expression se durcir, comme celle d'un faucon flairant sa proie. Watson, dit-il doucement, observe le bout du puits ici. Vous le voyez? Je me suis penché. À mes yeux non avertis, ce n'était qu'une surface pâle, nettement sciée. Je ne vois rien au-delà de la coupe nette. Exactement, a dit Holmes. C'est trop lisse. Ce n'est pas la scie ordinaire utilisée par les brancardiers. Elle a été polie, délibérément. Remarquez aussi cette fine ligne, à peine plus large qu'un cheveu. C'est la marque d'une pince de transport. Cet os était fixé par un dispositif
qu'aucun hôpital à ma connaissance n'utilise, mais que certains artisans emploient, ceux qui travaillent l'ivoire, par exemple, ou qui restaurent des objets maritimes. Il se leva, son manteau tournoyant légèrement. Monsieur Blay, je dois vous demander le registre des visiteurs de ces 3 dernières semaines. Blay apporta un petit registre. Holmes fait glisser son long doigt sur les pages. Son regard s'arrêta un instant sur une entrée. Monsieur Morton. Renseignements concernant la préservation. 14h30. Aucune adresse n'a été indiquée. Est-il arrivé à pied demanda Holmes. Je le crois, dit Blay. Je n'ai entendu aucune voiture. Holmes tapota la page d'un air pensif. Et il a demandé après le vieux blanchiment des os. Pas frais. Oui. C'est révélateur, murmura Holmes. Notre adversaire ne travaille pas seulement avec des objets nouvellement acquis, mais aussi avec des reliques, des collections abandonnées depuis longtemps. Il les fait revivre, tel un sinistre conservateur d'anatomies oubliées. J'ai frissonné malgré moi. L'idée d'un homme rôdant autour de vieilles collections médicales, rassemblant leurs vestiges pour construire un assemblage grotesque, me glaçait plus que je ne voulais l'admettre. Le colonel Penrose s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Alors, il pourrait s'agir d'un de nos anciens associés, quelqu'un lié à l'ancienne société. Holmes ne répondit pas. Son attention avait été attirée par quelque chose sur le carrelage près de l'étagère. Il se baissa rapidement et souleva un petit fragment entre ses doigts. Ah ah! Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Un bout de ficelle, répondit-il. Grosse, striée de craie. Du genre chantier naval, encore une fois. Et regardez, des traces de goudron sur le nœud. Quelqu'un qui transportait ce genre de matière a frôlé cette étagère, peut-être en rapportant l'os. Il était prudent, mais pas infaillible. Blay parut étonné. Je ne l'avais pas remarqué. Vous ne devriez pas non plus, dit Holmes avec un sourire ironique. Vous êtes un homme de science, n'a pas un homme de poursuite. Holmes glissa le morceau de ficelle dans sa poche et se tourna d'un pas vif vers la porte. Monsieur Blay, votre aide a été précieuse. Je vous en prie, n'en parlez à personne, et surtout pas à Scotland Yard. L'homme que nous recherchons est prudent, méthodique, et, très certainement, il surveille attentivement les conséquences de ses actes. Blay inclina gravement la tête. Je vous le promets, monsieur Holmes. En retournant dans la cour brumeuse, l'air, après la stérilité abrupte de la véranda, nous parut soudain froid et humide. Holmes s'arrêta sur les marches, les yeux plissés par le brouillard. Watson, dit-il doucement, tu le sens? J'ai reniflé. Du carbolique et autre chose. Du camphre? Exactement. Camphre et eau de rivière. C'est léger, mais indubitable. Et un autre collecteur est passé par ici récemment. Il nous observe peut-être encore. Il jeta un regard soudain intense vers la porte obscure, puis secoua la tête. Non, il est trop malin pour s'attarder. Le colonel Penrose resserra son manteau. Où allons-nous maintenant, Holmes? Le regard de Holmes était vif et froid. Direction Leinster Square. Nous devons voir la ruelle où la jambe a été volée. Mais d'abord, Watson, un mot. Il s'écarta de quelques pas, parlant à voix basse pour que Penrose ne l'entende pas. Notez ce que nous avons appris, dit-il. Un homme se faisant appeler Morton, les mains couvertes de goudron et de craie, habile en conservation et en sciage, intéressé par vieux os. Il se rend à l'hôpital pour. Il perfectionne sa technique, puis lui envoie l'un de leurs spécimens polis, en presque comme un test.
et il laisse derrière lui un fragment de la corde même avec laquelle il a attaché le colis qui nous a été livré. Un schéma délibéré, ai-je dit. Holmes acquiesça. Oui, et plus encore. Avez-vous remarqué que Blay mentionnait lunettes teintées par temps gris? Un homme habitué aux reflets lumineux de l'eau, travaillant peut-être près des quais. Il garde les yeux protégés même à l'intérieur des terres. Pensez-vous qu'il nous a suivis jusqu'ici? Peut-être, murmura Holmes. Mais si c'est le cas, il n'a laissé aucune empreinte sur les marches, à part la nôtre. Non, Watson. Il nous observe depuis la brume, pas d'ici, mais de quelque part, près de la rivière. Et j'ai bien l'intention de découvrir où. Il est là un fiacre qui passait et nous y montâmes. Tandis que le véhicule cahotait dans le brouillard, et Holmes se tut, les doigts crispés, le regard fixé au-delà des vitres. Je connaissais ce regard. Un fil conducteur, invisible à nos yeux, s'était révélé à son intelligence acérée. Mais il ne m'en avait pas encore confié la nature. Watson, dit-il enfin, notre percepteur n'est pas fou. C'est un conservateur, un homme, qui constituait une collection avec un soin délibéré. Le fémur était un message, la main, une revendication. Et la jambe derrière la maison du colonel, ah, c'était une acquisition. Il se pencha en arrière, un léger sourire aux lèvres. Et je soupçonne, mon cher Watson, que la prochaine acquisition du collectionneur est déjà prévue. Chapitre 4. Le premier suspect. Il était plus de 9 heures lorsque notre fiacre quitta Bayswater Road pour s'engager dans le quartier résidentiel plus paisible de Leinster Square. Chez le brouillard, qui s'était épaissi progressivement depuis le crépuscule, était maintenant bas et jaunâtre, tourbillonnant lentement autour des réverbères à gaz, comme des fantômes rechignant à s'envoler. La place elle-même était plongée dans un silence solennel. Ces hautes et respectables maisons mitoyennes, à demi voilées par la brume. Leurs fenêtres supérieures luisant faiblement dans l'obscurité. C'était, pensais-je, précisément le genre d'endroit où les façades les plus civilisées de Londres dissimulent leurs erreurs les plus sombres. Le colonel Penrose nous fit franchir le portail en fer forgé qui menait à l'écurie derrière sa maison. Là, une poignée de gendarmes en uniforme patrouille avec des lanternes dont la lumière, diffuse et incertaine, se perdait dans le brouillard. Une charrette bâchée était prête à partir, et ses roues légèrement enfoncées dans la terre humide. Le murmure lointain des voix officielles nous parvenait, ponctué de temps à autre par le piétinement impatient d'un cheval. Une odeur métallique et particulière planait sur les lieux, comme celle qui semble persister là où la mort violente a sévi. Une silhouette familière, aux épaules carrées, se détacha du groupe de gendarmes et s'approcha à grands pas. Ah, si ce n'est pas Monsieur Sherlock Holmes, lança l'inspecteur Lestrade d'une voix assurée. Et le docteur Watson aussi. J'aurais dû me douter que vous finirez par démasquer le coupable. Holmes souleva son chapeau avec cette politesse froide qui ne manquait jamais de déstabiliser le beau inspecteur. Lestrade, vous êtes à l'étranger tard. Tant mieux, répondit Lestrade en se frottant les mains pour se réchauffer. On l'a attrapé, vous savez. Il y a moins d'une heure, il traînait près de la place, du sang sur ses bottes, une scie dans son sac, et il n'avait aucune explication. Il s'appelle Joseph Mullins. Marin, docker. Le profil est parfait. Le regard gris de Holmes s'aiguisa. En effet, et où se trouve monsieur Mullins actuellement? Dans le salon de la maison du colonel, dit Lestrade avec une satisfaction manifeste. Sous surveillance. Il rôdait dans les écuries comme s'il avait perdu quelque chose. Peut-être bien, murmura Holmes.
Mais ne spéculez pas avant d'avoir examiné les faits. Pourrions-nous examiner les lieux du crime? Certainement, dit Lestrade, en nous guidant dans les 3 passages pavés derrière les maisons. Le corps a été découvert ici par un agent de police lors de sa ronde, appuyé contre ce mur. Aucune trace de lutte. La jambe gauche a été arrachée nette, à mi-cuisse, comme l'a dit le médecin. Un travail impeccable, s'il en est. Mullins prétend qu'il était sorti prendre l'air. Moi, je dis qu'il cherchait sa prochaine victime. Holmes descend lentement la ruelle, la tête penchée, comme s'il écoutait un témoignage silencieux émanant des pierres elles-mêmes. Il s'arrêtait fréquemment, s'accroupissant pour examiner une éraflure ici, une tache là, la lumière de la lanterne scintillant sur les traits anguleux de son visage. Lestrade, impatient comme toujours, se balançait d'un pied sur l'autre. Voyez, Holmes, vous constaterez que nous avons été minutieux, dit l'inspecteur. Les traces de sang s'arrêtent juste là. Vous voyez? Celui qui a fait ça a emporté le membre enveloppé dans quelque chose, je parierais. Les Mullins avaient un sac de jute, du sang à l'intérieur. Holmes examina le mur où le corps avait été retrouvé. Aucune projection à plus de 15 centimètres de hauteur. Remarquable pour une amputation. Cela signifie que le crime a été commis ailleurs, a rapidement déclaré Lestrade. Et que le corps a été abandonné ici. Holmes ne dit rien. Il était à présent agenouillé, son objectif près des pavés. Je m'approchai et vis ce qui avait attiré son attention, une faible lueur. Groove courant parallèlement au mur, pas plus d'un demi-pouce de profondeur, imprimé dans le gravier humide. Qu'en pensez-vous, Watson? Demanda Holmes sans lever les yeux. Cela ressemble à la marque d'une roue, hasardai-je. Une brouette ou une charrette, peut-être. Exactement, dit-il doucement. Mais notez l'espacement. Non, une brouette de marchand ordinaire laisserait des rainures jumelles espacées d'environ 60 centimètres. Celle-ci est plus étroite, plus semblable aux roues d'une petite brouette. Chariot anatomique, comme on pourrait en trouver dans une salle de dissection ou sur le pont du chirurgien d'un navire. Il se leva brusquement et fit face à Lestrade. Vous dites que Mullins est docker. Possède-t-il un tel chariot? Lestrade laissa échapper un petit rire. Un chariot? Non. Mais il a peut-être bien pu en voler un. En effet, répondit Holmes d'un ton sec. Et avez-vous trouvé marque de chariot près de l'endroit où il a été appréhendé? Eh bien, non, admit Lestrade. Holmes s'approcha en baissant la voix. Lestrade, mon cher ami, regardez-vous. Ces pavés sont glissants à cause du brouillard et de l'humidité. Ayant un objet lourd sur roue laisse une trace nette. Cette ornière mène loin du mur jusqu'à l'entrée de la ruelle, où il disparaît dans des ornières boueuses. Celui qui a transporté le corps ici l'a fait avec soin et avec du matériel. Cela évoque-t-il un marin à moitié ivre, titubant avec un sac? Lestrade fronça les sourcils. Il avait du sang sur ses bottes. Il en serait de même pour quiconque passerait par ici après les faits, rétorqua Holmes d'un ton sec. Et la scie, trouvée dans son sac. Holmes tourne son regard vers l'inspecteur avec un soupçon de son sourire sardonique. Lestrade. Il y a scie et scie. Est-ce une scie de navire, une scie de boucher ou une scie de chirurgien? L'inspecteur parut un instant déstabilisé. Eh bien, il est rouillé. Un rouillé ordinaire. Holmes haussa les sourcils. Pourtant, l'amputation ici a été réalisée avec précision extraordinaire. Ce n'est certainement pas le travail d'un outil émoussé. Vous voyez la difficulté. J'ai vu Lestrade se hérisser, mais il savait qu'il valait mieux ne pas interrompre Holmes
quand cette lueur particulière apparut dans son regard. Holmes s'approcha de nouveau du mur. Watson, veuillez me passer votre canif. Je m'exécute. Et il gratte doucement une tache sombre sur la brique. Ah, voilà, du goudron. Faible, mais indubitable. La même odeur que celle que nous avons ressentie à Saint-Barthélemy. Il tenait le couteau sous la lanterne de l'estrade. L'inspecteur renifla à contre-cœur. Je vous l'accorde, c'est du goudron. Du goudron de quai, dit Holmes. Celui qu'on utilise pour imperméabiliser les cordages. Et pas une trace sur Mullins? Rien à notre connaissance. Exactement. Et maintenant, Lestrade, si vous me le permettez, j'aimerais voir votre prisonnier. Nous sommes retournés sur nos pas jusqu'à la porte de derrière du colonel Penrose. Le salon était éclairé par 2 lampes à pétrole qui projetaient des ombres nettes sur les murs. Joseph Mullins était assis sur une chaise en bois, les poignets vaguement liés devant lui. C'était un homme costaud d'une trentaine d'années, les joues brûlées par le vent, vêtu de vêtements grossiers et portant une barbe emmêlée. Un agent de police montait la garde à ses côtés. Holmes l'examine froidement. « Monsieur Mullins, vous avez été appréhendé dans les écuries. Que faisiez-vous là-bas ?»« Je leur ai déjà dit, » grogna l'homme. « Je cherchais du travail. Un copain m'a dit qu'un type sur la place avait besoin de bras costauds pour déménager des cartons. J'ai attendu. Personne n'est venu, c'est tout. Et la scie ?» Mullins cracha sur le côté. « La mienne. Je l'utilise pour les caisses. Une vieille chose rouillée. Du sang sur vos bottes? J'ai traversé la ruelle comme tout le monde. Le brouillard est épais. J'ai failli marcher sur le cadavre du pauvre homme. Bien sûr qu'il y a du sang. » Holmes le fixa un instant de plus, puis hocha la tête, l'air satisfait. Il se tourna vers l'estrade. « Inspecteur, vous pouvez bien sûr retenir cet homme comme bon vous semble. Mais si vous persistez, vous vous retrouverez face à une impasse. » Lestrade renifla. « Et pourquoi donc, monsieur Holmes ? » « Parce que, dit Holmes, notre coupable n'est ni ivre ni imprudent. Il est méthodique, instruit, et se déplace avec un équipement qu'aucun marin comme Mullins ne posséderait. Et, plus révélateur encore, il n'a laissé derrière lui rien, aucune empreinte digitale sur l'os, aucune trace de botte dans le sang, aucune entaille précipitée. Les bottes de Mullins, en revanche, sont incrustées dans la moitié des écuries. Le coupable est passé comme une ombre. Le colonel Penrose prit la parole pour la première fois depuis son entrée dans la maison. « Vous croyez donc que Mullins est innocent, monsieur Holmes ? » « Innocent de ce... un crime, » répondit Holmes. « Peut-être un simple mauvais timing. » Lestrade croisa les bras. « Vous vous êtes déjà trompé, Holmes. » « Pas sur des questions d'anatomie ou de cordes, » rétorqua Holmes avec un sourire forcé. « Gardez-le si vous y tenez, Lestrade. Cela pourrait débusquer le véritable chasseur. » Lestrade marmonna quelque chose entre ses dents. Mais je vis une lueur de doute traverser son visage. Holmes, quant à lui, fixait la vitre où un léger reflet captait la lumière de la lampe. Il s'avança, souleva le rideau et l'examina à la loupe. « Là, murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Condensation, murmura-t-il. Un cercle de la taille d'un pouce, pressé contre la vitre. Dehors, il se tenait là, Watson, observant la pièce avant l'arrivée de Mullins. Un homme prudent, en effet. Holmes se redressa et se tourna vers le colonel Penrose. « Doublez votre vigilance ce soir, colonel. Votre maison a attiré l'attention de quelqu'un dont l'intérêt n'est ni anodin ni passager. » Penrose pâlit. « Vous croyez qu'il compte frapper à nouveau ?» L'expression de Holmes était indéchiffrable. « Je crois, dit-il lentement,
Que nous n'en sommes qu'au début de sa petite collection. Et, si je ne m'abuse, il ne se contentera pas longtemps de jambes et de mains. Dehors, le brouillard épais s'écrasait contre les fenêtres, comme s'il écoutait aux portes. Au loin, la rivière invisible de Londres murmurait et serpentait. Un frisson froid me parcourut, non pas à cause de l'humidité, mais à cause de la sensation qu'une intelligence calculatrice se mouvait déjà dans cette obscurité, observant, attendant, préparant son prochain coup. Holmes enfila ses gants. Allons, Watson, nous en avons assez vu. Le collectionneur a fait son premier pas. Il nous reste à anticiper le second. Chapitre 5. L'indice caché. Il était plus de 11 heures lorsque Holmes et moi sommes revenus à Baker Street. Le brouillard ne s'était pas dissipé. Au contraire, il s'était épaissi, étouffant le cliquetis des sabots des élégants fiacres et transformant les lampadaires en orbes ternes et incandescents. Un silence étrange régnait sur la ville, seulement troublé de temps à autre par le cri d'un vendeur de journaux colportant un scandale de dernière minute et par le lointain son des cloches d'église. On aurait dit que Londres elle-même retenait son souffle, dans l'attente. Holmes parla peu pendant le trajet du retour. Il était assis, le menton appuyé sur la poitrine, les doigts joints en pyramide, les yeux mi-clos. Bien que je sus par longue expérience que cette posture, l'apparente tranquillité, masqua une intense activité mentale. Les événements de la soirée, l'arrestation de Mullins, l'étroite trace de roue, le goudron et cette étrange empreinte digitale sur la vitre du colonel s'étaient tissés en un schéma secret, perceptible, pour l'instant, par lui seul. En entrant dans nos chambres, il ôta son manteau d'un geste brusque qui me surprit, se dirigea vers la cheminée et attisa les braises jusqu'à ce qu'elles brillent vivement. Puis, sans un mot, il prit dans l'armoire une petite loupe et son canif à lame fine et déposa sur la table le morceau de ficelle grossière qu'il avait pris à Saint-Barthélemy plus tôt dans la soirée. Je l'observais travailler. Avec une délicatesse extraordinaire, il démêle les fibres de la ficelle, les examinant une à la loupe. Il la reniflait légèrement, la portait à sa langue, puis la tenait de nouveau à la lumière. Il répétait ce geste avec une concentration si absolue qu'on aurait pu croire qu'il disséquait un indice sur une table d'opération plutôt qu'un simple morceau de corde. Il se redressa enfin, non, et les yeux pétillants. « Watson, dit-il, auriez-vous l'amabilité de me passer le plan des docks de la Tamise ? Il se trouve dans le deuxième tiroir. » Je m'exécute, et il étend la grande feuille froissée sur la table. Au crayon, il traça un petit cercle près de Wapping, un autre plus à l'est, à Limehouse, puis un troisième à un méandre de la rivière, près de Rotherhithe. Il contempla les 3 cercles en silence, pendant quelques instants, puis se laissa aller dans son fauteuil avec une expression curieuse, mi-satisfaite, mi-préoccupée. « Vous avez découvert quelque chose ?» demandai-je avec empressement. Il me jeta un coup d'œil par-dessus l'objectif, et pendant un instant, je crus qu'il allait s'expliquer. Mais alors, tout à fait inopinément, il esquissa ce sourire fin et énigmatique que j'avais appris à interpréter comme un avertissement. Il ne révélerait rien prématurément. « Mon cher Watson, dit-il d'un ton léger, il est dangereux de parler trop vite. Une déduction hâtive est comme un oisillon qui n'a pas encore pris son envol. Il peut battre des ailes un instant, mais il tombera à coup sûr si on le chasse du nid. Disons simplement que les agissements de notre collecteur sont moins arbitraires qu'il n'y paraît. Avant que je puisse insister, on frappa brusquement à la porte. La voix de Madame Hudson annonce la présence d'un garçonnet. Holmes prit le papier plié des mains du garçonnet,
lui lança une pièce et referma la porte avec une hâte inhabituelle. Il déplie le billet sur la table, ses yeux parcourant rapidement les lignes. Son front se fronça imperceptiblement, à peine une vaguelette sur son visage par ailleurs impassible. Ça vient de l'estrade, dit-il. Il a relâché Mullins. Il semblerait que le sang sur les bottes soit d'origine animale, du sang de mouton provenant des docks où Mullins avait travaillé plus tôt dans la journée. La scie, elle aussi, s'est avérée inadaptée à une coupe aussi nette. Lestrade est perplexe. J'avoue que je n'étais pas surpris. Holmes avait déjà rendu la culpabilité de Mullins improbable. Nous ne sommes donc pas plus près de la vérité qu'auparavant, dis-je. Les lèvres de Holmes esquissèrent un sourire. Au contraire, Watson, nous sommes bien plus près du but. L'innocent a été écarté du conseil. C'est un progrès. Il reporta son attention sur la carte, traçant quelque chose à peine visible au crayon. J'essayais de le déchiffrer, mais ses gestes étaient rapides et précis, et il protégeait la feuille presque inconsciemment, tel un joueur d'échecs dissimulant un coup crucial. Holmes, dis-je, incapable de contenir ma curiosité. Que voyez-vous sur cette carte? Il se leva et plia le journal sans répondre. Je vois, dit-il enfin, que les quais de la Tamise à Londres ressemblent moins à un labyrinthe qu'à une colonne vertébrale, et que notre percepteur s'y déplace avec la délibération d'un chirurgien traçant une veine. Il y a un rythme dans ses gestes, Watson. Séquence. Si je ne me trompe pas, sa prochaine étape ne se fera pas à Bayswater, mais dans un endroit bien plus propice à son travail. Il marque une pause, puis ajoute presque pour lui-même « Et je dois savoir ce qui se cache au cœur de cette séquence avant qu'il ne prenne un autre morceau. » Il arpentait la pièce, sa longue robe de chambre tournoyant derrière lui comme une ombre. Puis, soudain, il saisit son violon dans un coin et se met à jouer, un air grave et agité qui emplit le salon d'une vibration inquiétante. C'était la musique qu'il jouait lorsque son esprit était à son paroxysme, lorsque ses pensées s'emballent, trop rapides pour être exprimées par des mots. J'ai entendu ce même air avant chaque grande révélation de sa carrière, et chaque fois, il m'a empli d'un mélange d'admiration et d'appréhension. Je restais assis en silence, ne voulant pas perturber sa rêverie. L'horloge sur la cheminée tic-tac fait régulièrement. Dehors, un épais brouillard s'abattait sur les fenêtres. Un taxi passa au loin. Un chien aboya quelque part dans Baker Street avant de se taire brusquement. Holmes posa aussitôt son violon, mais reprit son chapeau et son manteau et se tourna vers moi avec cette décision rapide et aérienne que je connaissais si bien. Watson, dit-il, je vous prie de rester ici pour le moment. J'ai des affaires à examiner et il vaut mieux que j'y aille seul. Seul? M'exclamai-je. Sûrement, Holmes. Il l'interrompit d'un geste de la main. Je ne veux pas paraître dramatique, mon cher ami, mais il arrive que la présence même d'un ami aussi fidèle que vous attire des regards indésirables. L'homme que nous cherchons est observateur, presque autant que moi. Une deuxième personne à mes côtés ne lui échapperait pas. Il y avait dans son ton, calme mais déterminé, quelque chose qui me laissait penser que la discussion serait vaine. Très bien, dis-je à contre-cœur. Mais promettez-moi de prendre vos précautions. Non, ce collectionneur, quel qu'il soit, n'est pas un criminel ordinaire. Holmes laissa échapper un petit rire. J'ai déjà pris mes précautions. Madame Hudson a donné des instructions strictes. Personne ne doit être admis en mon absence. Si quelqu'un s'enquiert de moi, dites-lui que je suis couché. Je serai de retour avant l'aube. Sur ces mots, il quitta la pièce d'un pas vif, son long manteau disparaissant dans le brouillard
comme une lame sombre, se glissant dans son fourreau. J'entendis ses pas dans l'escalier, puis la porte se refermer en bas. Le silence retombe sur Baker Street. J'essayais de lire, mais mon attention se portait sans cesse sur la chaise vide en face de moi. Ce n'était pas la première fois que Holmes s'aventurait seul dans la nuit londonienne, mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci, une tension dans son attitude, comme une compréhension tacite qu'il ne souhaitait pas encore partager. Les heures passèrent, le feu faiblissait, minuit arriva et passa. Vers 3 heures du matin, j'entendis le pas rapide et familier dans l'escalier. Holmes entra, son manteau humide de buée, les yeux brillants d'un triomphe secret. « Vous avez trouvé quelque chose ?» dis-je en me levant. Il retire ses gants lentement, presque cérémonieusement. « J'ai découvert, dit-il, un fait unique qui ne trouve sa place nulle part, et qui, par conséquent, trouve sa place partout. Mais pas encore, Watson. Pas encore. » Il se dirigea vers son bureau, sortit un petit objet de sa poche et le rangea soigneusement dans le tiroir. J'aperçus quelque chose de pâle et incurvé. Un fragment d'os, peut-être, ou un petit instrument. Mais il referma le tiroir trop vite pour que je puisse en être certain. « Holmes, dis-je, pour l'amour du ciel, qu'est-ce qu'il y a ?» Il esquissa un sourire. « Patience, mon cher ami. Le moment du dévoilement n'est pas encore venu. Pour l'instant, dormons. Demain apportera du mouvement et peut-être, si la fortune nous est favorable, un aperçu de l'homme qui se fait appeler le collectionneur. » Il éteignit la lampe et se retira dans sa chambre, me laissant près du feu mourant, plus perplexe que jamais. Je savais par longue expérience que lorsque Holmes dissimulait une découverte, ce n'était jamais par vanité. C'était parce que l'indice, s'il était révélé trop tôt, se dévoile prématurément, comme une serrure forcée avant même que la clé n'ait été tournée. Je me suis couché mal à l'aise, hanté par le brouillard dehors, par la rivière silencieuse qui serpentait à travers la ville, et par la vision d'un homme se déplaçant dans cette obscurité, sélectionnant des ossements avec la précision d'un érudit et le cœur d'un démon. Chapitre 6. La seconde frappe. Le lendemain matin, à peine le petit déjeuner passé, notre tranquillité à Baker Street fut brisée par un coup précipité à la porte. Madame Hudson, visiblement troublée, fit entrer l'inspecteur Lestrade. Les joues, rouges de froid, et peut-être aussi d'une hâte inhabituelle, étaient rosies par le froid. Son attitude ne reflétait plus du tout l'assurance suffisante qu'il avait affichée la veille. Il était pâle et visiblement perturbé. « Holmes, commença-t-il, sans même attendre d'enlever ses gants, il y a eu un autre incident, à moins d'1 kilomètre de la rivière. Et cette fois, non, le diable a pris plus qu'une jambe. » Holmes, qui arpentait le couloir comme une bête en cage depuis l'aube, s'arrêta net. Il était resté inhabituellement silencieux depuis son retour aux aurores, refusant même sa tasse de café habituelle. Soudain, il se retourna avec la précision abrupte d'une lame. Ses yeux gris brillants de cette lueur singulière, qui signifiait qu'un fil s'était resserré quelque part dans la toile invisible qu'il traçait du regard. « Où ?» demanda-t-il. « Rotherhithe » répondit Lestrade. « Près de l'ancien magasin d'accastillage. On a retrouvé un veilleur de nuit mort. Que Dieu nous vienne en aide, Holmes, avec son colonne vertébrale retirée. » J'ai sursauté involontairement. Sa colonne vertébrale? Nettoyez comme vous voulez, dit Lestrade d'un ton sombre. Du cou jusqu'au bas du dos. Celui qui a fait ça a travaillé comme chirurgien. Pas une once de maladresse. Le corps était disposé dans la réserve, aussi net que pour une dissection. Et ce n'est pas tout. Holmes attrapa son manteau et son chapeau sur le porte-manteau.
Inutile d'en dire plus. Watson, votre sac. Lestrade. Faites appeler un taxi. 5 minutes plus tard, nous filons à travers le brouillard matinal qui enveloppait Londres d'un voile maussade. Les roues du taxi sifflèrent sur les pavés humides. Des sifflements lointains provenant des docks déchiraient le silence comme les cris de fantômes agités. Holmes restait assis, raide et silencieux, ses doigts gantés tapotant légèrement sur son genou, son esprit visiblement ailleurs. Lestrade, en face de lui, secoua la tête, incrédule et lasse. « J'ai vu des affaires bizarres, Holmes. Mais ça, c'est du jamais vu. Ce type travaille avec une froideur et une habileté que je préfère ne pas imaginer. On a ratissé le quartier. Personne n'a rien vu ni entendu. » Holmes ne répondit pas. Il fixait le brouillard par la fenêtre, comme s'il pouvait le démasquer s'il parvenait à le fixer suffisamment. Il murmura seulement une fois, à demi pour lui-même, « Le collectionneur monte. » Nous sommes arrivés à Rotherhithe peu après. Le brouillard était plus épais ici, teinté de l'âcre odeur du fleuve. L'ancienne quincaillerie était un long bâtiment bas en briques patineuses, son enseigne penchée, grinçant légèrement dans le vent humide. Un petit groupe de gendarmes se tenait dehors, le visage grave. La marée léchait paresseusement la berge voisine. À l'intérieur, l'air était étouffant et légèrement vicié, chargé d'une odeur de goudron, de cordes et d'une douce âcre odeur de mort récente. Des lanternes étaient suspendues à intervalles réguliers le long des poutres, leur lumière se reflétant sur des rangées de chanvre enroulées, des blocs et des crochets de fer. Au fond de l'entrepôt, gisait le corps du veilleur de nuit, étendu sur une toile. Ses vêtements avaient été soigneusement pliés à côté de lui. Son dos, que Dieu me pardonne, était ouvert de la nuque au sacrum, avec la précision d'un anatomiste chevronné. La colonne vertébrale proprement excisée. Je me suis penché pour examiner le cadavre, mes instincts médicaux prenant le dessus sur mon horreur. C'est exactement comme Lestrade l'a décrit, ai-je murmuré. Il n'y a pas de déchirure, pas de bord irrégulier. Celui qui a fait ça a travaillé lentement, peut-être pendant plus d'1 heure. Et voyez ici, pas de sang qui s'accumule sur le sol. Il a été vidé, autre part. Holmes se déplaçait dans la pièce à petits pas rapides et silencieux, son objectif scintillant à la lumière de la lanterne. Il examina les planches du plancher, les crochets, les cordes, les loquets des fenêtres. À un moment donné, il s'agenouilla près du mur nord et gratta quelque chose dans une fissure avec son canif, le tenant à la lumière avec l'air d'un homme examinant un vieil ami. « Watson » appela-t-il. « Vous vous en rendez compte ?» Je le rejoins. Il tenait entre ses doigts un petit flocon de substance blanche. « De la poussière d'os », dit-il doucement, fine comme de la farine, et mêlée à des cristaux de camphre. J'ai eu un frisson. Alors il travaillait ici. Pas seulement travailler, murmura Holmes. Préparer. Ah, il ne s'agissait pas d'une expulsion précipitée. Notre collecteur a temps, confidentialité et une connaissance de l'anatomie humaine qui rivalise avec celle de n'importe quel chirurgien londonien. Lestrade, qui nous avait rejoints, fronça les sourcils. Mais comment a-t-il fait entrer le corps ici? La porte était verrouillée de l'intérieur quand nous sommes arrivés. Holmes jeta un coup d'œil à la fenêtre située tout en haut de l'établi. Là, la fenêtre a été remontée récemment. Et remarquez les marques de cordes sur le rebord. Il a descendu le corps, ou l'a remonté, par là. Mais qui était cet homme? Ai-je demandé. Lestrade sortit un petit carnet. Je m'appelle Samuel Drake.
Je suis veilleur de nuit ici depuis 15 ans. Respecté, sobre. Je vivais seul dans une petite chambre près de la rivière, pas de famille à proprement parler. Ce qui fait de lui un sujet idéal, dit Holmes d'un ton sombre. Personne ne pose de questions gênantes. Notre collectionneur choisit ses victimes avec méthode. D'abord un vagabond inconnu près de Leinster Square, puis un gardien solitaire. Il constitue sa collection non pas à la hâte, mais avec soin. Il s'approcha de l'établi et effleura sa surface du bout des doigts. Puis, il se figea. Là, légèrement enfoncée dans la poussière de bois, se trouvait une empreinte de main, empreinte laissée par quelqu'un portant des gants enduits d'une fine couche de craie et de goudron. La forme était élégante, avec de longs doigts, contrairement aux mains rudes des marins ou des ouvriers. Les yeux de Holmes brillèrent. Il était là il y a moins de 6 heures, murmura-t-il. Et il grandit, plus audacieux. Lestrade jeta un coup d'œil inquiet vers la fenêtre ouverte. Holmes, je ne vous cache pas que ce type me donne la chair de poule. Quel genre d'homme collectionne des ossements comme des trophées? Holmes ne répondit pas immédiatement. Il fixait l'empreinte de main comme s'il s'agissait d'une signature. Finalement, il dit d'une voix basse et précise « Je ne suis pas fou. Conservateur. Un homme construit une galerie du corps humain, pièce par pièce. Soudain, il y eut une agitation à l'extérieur. Un jeune agent fait irruption essoufflé. « Inspecteur! Il y a une femme ici. Son frère a disparu. Il a été vu pour la dernière fois près des docks hier soir. Elle dit qu'un homme l'a abordé pour lui demander de l'aide pour déplacer du matériel médical. » Lestrade jura à voix basse. « Encore un !» Le visage de Holmes se durcit. « Où est-elle ?»« Dans la cour, monsieur. » C'était une femme menue, enveloppée dans un châle, les yeux rougis par l'inquiétude. Elle nous a dit que son frère, Thomas Wills, un docker, était sorti tard la veille au soir pour gagner un peu d'argent. Un homme à la voix distinguée, portant des lunettes noires, l'avait abordé au bord du fleuve et lui avait offert une belle somme pour l'aider à charger des caisses dans un entrepôt voisin. Il n'est jamais revenu. Holmes l'interrogea doucement, avec cette patience remarquable qui surprenait souvent ceux qui le prenaient pour un homme froid. « Des lunettes noires », répéta-t-il à voix basse. « La nuit. »« Oui, c'est le même homme. » Lestrade ordonne à ses hommes de fouiller les entrepôts. Mais Holmes secoua la tête. « Il est parti, inspecteur. Cet homme est comme la marée. Il arrive avec le brouillard et repart avec l'aube. » Il se tourna brusquement vers moi. « Watson, notez ceci. Lunettes la nuit, craie sur les gants, empreinte de main sur le banc. Il était seul. Il a amené sa victime, a travaillé pendant des heures, puis est reparti sans laisser de traces, à l'exception de ce qu'il a permis. » « Et la colonne vertébrale ?» ai-je demandé. Holmes m'a lancé un regard que je n'avais jamais oublié. « Il ne collecte pas, membre plus maintenant, Watson. Il collecte les systèmes. La structure, le noyau. D'abord la jambe, puis la main, maintenant la colonne vertébrale. Le collectionneur assemble, non pas un amas morbide, mais une anatomie structurée. » Le poids de ces paroles nous plongea tous les trois dans un silence absolu. À cet instant, je compris, imparfaitement, mais confusément, que nous n'avions pas affaire à un tueur ordinaire, mais à quelque chose de plus délibéré, de plus architectural. Un esprit qui recevait le corps humain comme une série de parties à cataloguer et à s'approprier. Holmes s'approcha de la porte et scruta le brouillard. « Il accélère, » dit-il d'une voix calme. « La jambe, la main, la colonne vertébrale. S'il continue à ce rythme, Londres n'aura pas à attendre longtemps
pour sa prochaine acquisition. Lestrade murmura « Dieu nous vienne en aide ». Holmes se tourna vers lui, le regard d'acier. « Non, inspecteur. Dieu a peut-être d'autres priorités. Cet homme agit sous... Regardez. Et j'ai l'intention de le surprendre avant que sa galerie ne soit terminée. » Le chapitre 7. La désinformation s'aggrave. Il est curieux de constater qu'au moment même où une affaire semble s'éclaircir, elle s'enfonce souvent davantage dans l'obscurité. Les jours qui suivent l'attentat de Rotherhithe illustrèrent parfaitement cette maxime. Le collecteur avait encore frappé, et Londres s'était réveillé à la réalité de son existence dans un frisson qui parcourut Whitechapel jusqu'à Westminster. Les journaux qui publiaient autrefois des comptes rendus arides de politique étrangère remplissaient désormais leurs colonnes de titres sensationnalistes. Le collectionneur d'OS frappe à nouveau. Une colonne vertébrale disparaît dans la nuit. La police déconcertée d'Auckland en pleine terreur. Les cochers murmuraient à son sujet à leur station. Les marchands ambulants jurent l'avoir vu filer dans le brouillard. Et plus d'une matrone inquiète insistait pour qu'on allume des lampes supplémentaires la nuit. Lestrade, qui avait d'abord traité l'affaire avec une confiance brusque, se retrouva désormais assiégé par la presse et ses supérieurs. C'était en somme exactement le genre de la panique générale que des criminels rusés utilisent parfois comme écran de fumée pour dissimuler leurs actions les plus décisives. Durant cette période, Holmes était un modèle de contradiction. Tantôt agité au point d'être fiévreux, il passait d'une carte à l'autre, esquissait des schémas incompréhensibles et s'adonnait à des excursions nocturnes soudaines auxquelles je n'étais pas convié. À d'autres moments, il sombrait dans de longs silences, allongé sur le canapé, les yeux clos et les mains jointes, l'esprit apparemment retiré dans un sanctuaire intérieur. C'est lors d'un de ces derniers moments, le matin du 3e jour après la découverte de Rotherhithe, que Lestrade revint à Baker Street. Il entra, l'air harassé, ses bottes éclaboussées de boue de la Tamise, sa cravate habituellement impeccable de travers. Il s'affala lourdement sur une chaise et s'essuya le front. « Holmes, commença-t-il sans préambule, nous avons quelque chose. Ou du moins, nous nous avions. » Holmes ouvrit un œil. « Éclairez-nous, je vous prie. » Un porteur s'est présenté ce matin, a déclaré Lestrade. Il affirme avoir vu un homme correspondant à notre description près des docks de Surrey il y a 2 nuits, lunettes noires, vêtements soignés, transportant une petite caisse sur un chariot à bras. Il a dit l'avoir suivi sur une courte distance par curiosité, mais l'avoir perdu de vue près de l'ancienne usine sidérurgique. Nous avons envoyé des hommes fouiller les lieux. Ils ont trouvé des traces de sang et une quantité de camphre. Personne, mais nous, a fait trouver ceci. Il fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier épais plié. Holmes le prit délicatement et l'examina à la lumière. On y voyait un croquis anatomique précis d'une cage thoracique humaine, tracé à l'encre foncée avec des annotations d'une écriture ferme et architecturale. C'était épinglé à l'intérieur d'une caisse, a déclaré Lestrade, comme une sorte de signature. On pense que ça signifie que la prochaine cible du collectionneur, ce sont les côtes. Peut-être qu'un pauvre type les regrette déjà. Holmes examina longuement le dessin en silence. Puis il esquissa un léger sourire, sans pour autant exprimer l'amusement. « Une distraction intéressante », murmura-t-il. « Une diversion » s'indigna Lestrade. « Ce sont des preuves. »« Peut-être, » dit Holmes d'une voix douce. « Ou peut-être que c'est... appât. » Considérez Lestrade.
Un homme qui ne laisse derrière lui ni empreinte digitale ni brouillon, mais des croquis précis. Pourquoi maintenant, plus que jamais, commencerait-il à distribuer des cartes de visite? Le collectionneur ne s'est jamais trompé. Ceci, il tapota le dessin, est trop pratique. Lestrade parut déconcerté. Alors, que suggérez-vous? Holmes se leva et se dirigea vers la carte épinglée au mur. D'un trait rapide de crayon, il marqua 3 emplacements. Place Leinster, Rotherhithe et maintenant les docks de Surrey. Il se déplace le long de la rivière, dit Holmes. Et chaque site suit le bord de l'eau. Mais remarquez l'espacement, uniformément réparti, comme les vertèbres d'une colonne vertébrale. Et ceci, il désigna du doigt, usine sidérurgique où le croquis avait été trouvé. Mensonge hors séquence. Trop à l'est. Ça casse le rythme. Il recula, les mains derrière le dos. Non, Lestrade. C'était à vous de décider. Éloignez-nous. Il est assez malin pour savoir que la police va maintenant déferler en force sur la fonderie. Et pendant qu'il tâtonne dans le brouillard, il frappera ailleurs. Lestrade soupira. Alors, que proposez-vous? Ignorer la seule piste que nous ayons? Les lèvres de Holmes esquissent à nouveau cette fin sourire. Suivez-les sans relâche et à voix haute, encerclez la fonderie de gendarmes. Notez que tous les journaux londoniens annoncent que Scotland Yard est sur le point d'intervenir. Pendant ce temps, je m'occuperai d'autres affaires. J'ai aperçu l'éclat familier dans ses yeux et ressenti ce mélange troublant d'admiration et de malaise que ses stratagèmes les plus audacieux suscitent toujours en moi. Holmes, commençai-je, vous voulez dire? Il m'a interrompu. Watson, nous irons faire un tour ce soir. Discrètement. Apporte ton revolver. C'est tout ce qu'il a dit à ce sujet. Cette nuit-là, Londres, la nuit, lorsque le brouillard épais enveloppe la rivière, ressemble à une immense cathédrale emplie d'une foule invisible. On s'y déplace en entendant à demi des murmures, en apercevant à demi des formes qui disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent. C'est dans ces conditions que Holmes et moi sommes partis peu après 10 heures, vêtus de manteaux sombres et de bottes souples, empruntant un chemin qui serpentait doucement vers le front de rivière de Wapping, l'une des zones que Holmes avait encerclées quelques jours plus tôt sur sa carte secrète. Il avançait dans un silence calculé, chaque mouvement mesuré. Pas une seule fois il ne jeta un regard vers les docks de Surrey, baignés de lumière, où les hommes de l'estrade s'affairaient sans doute autour de ferrailles rouillées et de caisses vides. Au lieu de cela, Holmes nous guida à travers d'étroites ruelles entre les entrepôts, dont les fenêtres à l'étage étaient occultées, les portes closes pour nous protéger de l'humidité. Finalement, il s'arrêta sous une vieille arche surplombant un étroit quai. « Watson, murmura-t-il, regarde là-bas. » De l'autre côté de l'eau, faiblement éclairée par une lampe solitaire, une petite barge. Le bateau était amarré au quai opposé. Des silhouettes indistinctes s'y agitaient, 2 hommes, peut-être 3, déchargeant quelque chose dans ce qui semblait être un entrepôt fermé. L'air nocturne portait une odeur légère, mais indubitable, camphrite os blanchi. Holmes me serra le bras. « À terre !» siffla-t-il. Nous nous sommes accroupis derrière une pile de vieux tonneaux, tandis que les silhouettes, au loin, vaquaient à leurs occupations. Soudain, un homme plus grand apparut sur la barge. Sa silhouette était fine, sa tête couverte, et son main gantée, reflétant un éclat de lumière de lampe. Il se déplaçait avec une lenteur méticuleuse. Il donnait des ordres à voix basse. Puis, comme s'il pressentait quelque chose, dont il tourna la tête vers la rive. J'ai aperçu
une faible lueur là où son visage aurait dû se trouver. Lunettes, des verres foncés, même dans le brouillard de minuit. Mon cœur battait la chamade. Holmes, à côté de moi, restait parfaitement immobile. L'homme sur la barge a soulevé quelque chose du pont. Un caisse Longuille lui tendit un objet étroit et massif, qu'il confia à l'un de ses assistants. Puis, sans se presser, il descendit sur le quai et disparut dans l'entrepôt au volet clos. Holmes expira doucement. Il déménage sa collection, murmura-t-il. Le croquis de la fonderie n'était qu'un leurre. Sa véritable base est plus près de... Cœur de la séquence. Il se leva en silence. Sa décision prise. Nous ne le suivrons pas ce soir, Watson. La péniche nous en apprend plus que n'importe quelle poursuite. Non, il utilise le fleuve comme un corridor, chaque crime comme une vertèbre, chaque lieu comme un point d'ancrage. Et cet endroit, Wapping, est proche de Centre. Pourquoi ne pas l'arrêter maintenant? Ai-je murmuré. Parce que, dit calmement Holmes, nous n'avons pas encore vu le squelette dans son intégralité. Et frapper prématurément reviendrait à briser la colonne vertébrale avant même d'en comprendre la structure. Une fausse victoire. Le lendemain matin apporta exactement ce que Holmes avait prédit. Les journaux claironnèrent la nouvelle qu'un suspect a été arrêté au dock de Surrey. Sous la pression des résultats, Lestrade avait ordonné une descente dans la fonderie. Un ouvrier désorienté, trouvé sur les lieux, avait été arrêté. Du sang provenant d'un abattoir avait été pris pour une preuve humaine. Là, le croquis anatomique avait été salué comme une avancée majeure. Londres s'est réjoui prématurément. Collectionneur arrêté, proclamé le chronique quotidienne. Fermeture de police sur River-Lair. C'est écrit un autre. Mais Holmes lut ces gros titres avec un mépris discret. Notre collecteur, dit-il en jetant le journal de côté, doit bien rire dans ses boîtes de camphre. Croyez-vous qu'il ait lui-même placé le croquis? Ai-je demandé. Je n'en ai aucun doute, répondit Holmes. L'homme que nous avons observé hier soir sur la barge ne craint pas les filets de Lestrade. Pendant que le chantier naval fait la fête à Surrey Docks, il construit ailleurs. Il se tourna vers la fenêtre, où le brouillard était de nouveau épais. Il nous a donné son contour, Watson, un squelette à reconstituer. Mais le crâne demeure caché. Non, et c'est là, dans la tête, que réside l'esprit. Il se tut alors, fixant la brume, tandis que le lointain glas de Saint-Paul résonnait comme un tambour lugubre. Chapitre 8. Le plan de Holmes. Durant toutes les années où j'ai connu Sherlock Holmes, certains états d'âme chez lui, bien que rares, ne manquaient jamais de me plonger dans un étrange malaise. Ce n'était ni la sombre mélancolie qui l'envahissait parfois durant les mois d'oisiveté, ni l'exaltation fiévreuse d'une découverte soudaine. C'était un troisième état, une sorte d'immobilité froide et prédatrice, comme celle d'un faucon planant au-dessus de sa proie. C'est dans cet état d'esprit qu'il aborda le 8e jour de l'affaire du collectionneur. Ce matin-là, pendant des heures, il ne dit mot et ne joua pas du violon. Il arpentait la pièce. Il étudiait ses notes personnelles avec une ferveur frôlant l'obsession. Il revenait sans cesse à la carte de la Tamise, traçant du doigt une série de points qui, à mon œil non averti, ne signifiaient rien. Un jour, me surprenant à l'observer, il remarqua d'un ton presque distrait: Le squelette est presque complet, Watson. Presque. Un squelette? Ai-je répété. Il m'adressa un de ces sourires timides, cette courbe ambiguë vers le haut, qui à la fois invitait et refusait toute question supplémentaire. Tout vient à point à qui sait attendre, mon cher ami. Peu après midi, inspecteur Lestrade.
Il arriva dans un état d'agitation triomphante. Il portait une petite sacoche et avait l'air d'un homme qui se croyait sur le point de résoudre l'affaire. On l'a trouvé, Holmes, s'exclama-t-il, en attendant à peine que Madame Hudson le fasse entrer. La péniche du percepteur, abandonnée à Limehouse ce matin. Vide, mais imprégnée d'une odeur de camphre et d'alcool. On fouille tous les entrepôts du quartier en ce moment même. Holmes, assis dans son fauteuil, le regarda avec une expression d'ennui poli. Vraiment? Et qu'espérez-vous trouver? Mais enfin, l'homme lui-même, bien sûr, s'exclama Lestrade. Ou du moins, des preuves de son commerce infernal. Il n'a pas pu aller bien loin. Holmes joignit les doigts en épi. Au contraire, il n'est pas là, et vous ne trouverez rien. La barge n'est plus qu'une épave, une vertèbre abandonnée. Il a remonté le courant, vers le cœur du fleuve. Dites-moi, Lestrade, combien d'hommes avez-vous postés à Wapping? Aucun, répondit Lestrade en clignant des yeux. Pourquoi Wapping? Holmes se contenta de sourire. Exactement. Lestrade balbutia. Vous êtes en train de me dire que nous avons perdu des hommes à Limehouse. Je ne vous dirai rien, déclara Holmes sèchement. Vous montrez. Dis-moi où ton filet est le plus faible, et je te dirai où nageront les poissons. Lestrade rougit, marmonna quelque chose entre ses dents et partit furieux. Une fois la porte refermée, Holmes laissa échapper un petit rire, un rire rare et dénué d'humour. Watson, dit-il, il est temps de tendre notre propre piège. Lestrade court après des chimères, mais le collectionneur est une créature de... Model Hill se déplace le long de la colonne vertébrale qu'il a choisie. Il construit avec intention. Si mes calculs sont corrects, sa prochaine acquisition doit avoir lieu entre Wapping et le Pool de Londres, quelque part près du coude de la rivière, là où le courant ralentit et où les barges peuvent donc s'amarrer sans être vues. Et qu'avez-vous l'intention de faire? Ai-je demandé. Il se tourna vers moi, les yeux brillants de cette lucidité dangereuse que je n'avais aperçue qu'à de rares occasions auparavant. À Baskerville Hall, sur les falaises de Beachy Head, et une fois dans une petite ruelle sombre près de Montague Street. J'ai l'intention, dit-il, de devenir une partie de son modèle. Un nouveau rôle. Le plan se déroula par fragments au cours des 24 heures suivantes. Holmes envoya 3 télégrammes. L'un à un batelier de Wapping qu'il avait déjà employé dans des affaires précédentes, l'autre à un costumier de théâtre de Covent Garden, et le dernier, curieusement, à une connaissance travaillant au bureau des transports de l'autorité portuaire. Il disparut ensuite pendant une bonne partie de l'après-midi, ne revenant qu'à la tombée de la nuit, un paquet sous le bras et une expression inhabituellement sombre. Watson, dit-il en entrant, vous souvenez-vous de l'homme que nous avons vu sur la barge ce soir-là? Sa taille, son allure? Oui, ai-je répondu. Grande, mince, réfléchie. Alors observez. Il disparut dans sa chambre. Lorsqu'il en ressortit un quart d'heure plus tard, j'avoue avoir sursauté. Sherlock Holmes, le détective consultant, avait disparu. À sa place se tenait un porteur de quai. Du moins, c'est ce qu'il paraissait. Ses traits fins étaient assombris par la crasse et la suie. Son profil pointu se brouillait sous une casquette élimée. Son manteau était grossier, ses bottes usées, ses mains maculées de craie et de goudron. Mais c'était le sien yeux, dissimulé derrière une paire de lunettes teintées, qui complétait l'illusion. Mon Dieu, Holmes, m'exclamai-je. Il inclina légèrement la tête. Convaincant? Absolument, mais pourquoi? Parce que, dit-il en ajustant sa casquette, avec une méticulosité extrême, notre percepteur recrute ses assistants parmi les gens du fleuve. Des hommes comme Thomas Wills, le porteur disparu.
S'il est, en se préparant à une nouvelle opération, il aura de nouveaux besoins d'aide. Et ce soir, Watson, j'ai l'intention de off-rail. Vous voulez dire vous mettre entre ses mains? Ai-je dit, horrifié. Pas tout à fait, répondit Holmes d'un ton détaché. J'ai pris mes dispositions. Vous, mon cher Watson, serez mon ombre. Vous m'accompagnerez jusqu'à la rivière, puis vous observerez à distance respectable. Si je ne suis pas de retour dans les 2 heures, vous convoquerez l'estrade aux entrepôts de Wapping. J'ai protesté, comme tout ami fidèle se doit de le faire. Mais Holmes était déjà tranché. Sa voix d'un ton péremptoire ne souffrait aucune discussion. Personne d'autre ne peut faire ça, dit-il simplement. Le collectionneur doit me croire tel que je parais, un simple ouvrier, prêt à travailler pour quelques pièces et trop ignorant pour poser des questions. Dans le brouillard. Nous sommes partis peu après la tombée de la nuit, empruntant des chemins séparés à travers les rues sinueuses pour ne pas attirer l'attention. Un épais brouillard recouvrait les quais, ses volutes humides s'insinuant dans les ruelles et sur les pavés. Non, je suivais Holmes à distance, mon revolver discrètement glissé dans la poche de mon manteau. Près les vieux escaliers de Wapping Holmes, disparus dans un groupe de dockers et d'ouvriers réunis autour d'un brasero pour se réchauffer. Son déguisement était parfait. Je l'observais depuis une arche voisine tandis qu'il engageait une conversation anodine avec 2 hommes, riant doucement à une plaisanterie, offrant ses services avec un tel naturel que j'aurais moi-même pu m'y méprendre si je ne l'avais pas reconnu. Une demi-heure s'écoula dans une observation tendue, puis enfin, cela se produisit. De la brume émergea une silhouette grande et mince, vêtue d'un manteau sombre et de lunettes, teintées. Il se déplaçait parmi les hommes avec une lenteur délibérée, parlant à l'un ici, à l'autre là, les scrutant d'un œil de chirurgien. Finalement, là, il s'arrêta devant Holmes, qui se tenait là, les mains dans les poches, la tête légèrement inclinée. Les 2 hommes échangèrent quelques mots, trop bas pour que je les entende. Puis l'homme fit un geste vers la rivière. Holmes acquiesça d'un signe de tête. J'ai eu un nœud à l'estomac. Le couple s'éloigna vers le quai. Je les suivis à distance, collés à l'ombre, tous mes sens en éveil. Ils disparurent en bas d'un escalier de pierre humide menant à une petite jetée où, péniche à fond plate, le bateau était amarré. 2 autres personnes attendaient là. Holmes monta à bord sans hésiter. Je me suis approché furtivement, juste assez près pour voir Holmes disparaître dans la pénombre de la péniche, aux côtés de l'homme à lunettes. Une lanterne a brièvement vacillé avant de s'éteindre. La péniche a commencé à s'éloigner sur le fleuve. Donc, pendant un instant terrible, j'ai craint de l'avoir perdue. Mais alors je l'ai vu, un signal convenu. Holmes est apparu un instant sur le pont, a toussé 2 fois et a ajusté sa casquette d'un geste délibéré. C'était le geste que nous avions convenu. Il était vivant, pour l'instant. Le jeu de l'attente. La péniche dériva dans le brouillard, sa silhouette bientôt engloutie par la Tamise. Je restais sur le quai, le cœur battant la chamade. Les minutes s'écoulaient lentement. Le brouillard se déplaçait et murmurait. Au loin, une cloche d'église sonna 11 heures. Holmes était entré dans l'antre du collectionneur. Je restais à mon poste, les yeux rivés sur l'eau noire, l'oreille aux aguets du moindre bruit. À un moment donné, une seconde barge, plus grande, remonta le fleuve, sa lanterne projetant une brève lueur fantomatique sur la jetée. Mais de Holmes, aucune trace. Enfin, peut-être 45 minutes plus tard, j'ai perçu le faible clapotis des rames. Skiff! Il apparut, glissant silencieusement vers la jetée. Holmes était à la proue,
seul. Son déguisement était intact, mais son visage était pâle et ses yeux brûlaient d'une sorte d'exaltation féroce que j'avais rarement vue. Watson, dit-il doucement, en posant le pied à terre, c'est pire, et mieux, que je ne l'espérais. Que s'est-il passé demandai-je avec insistance. Il secoua la tête. Pas ici. Venez, nous ne devons pas nous attarder. La révélation tacite. De retour à Baker Street, Holmes retira son déguisement en silence, déposant chaque pièce avec une précision chirurgicale. Ce n'est que lorsque la dernière trace de suie eut disparu de son visage qu'il se tourna vers moi. J'ai vu les galeries, a-t-il dit. La galerie? Il s'appuya contre la cheminée, les mains crispées dessus si fort que ses jointures blanchirent. Le collectionneur a transformé un entrepôt, au bord de la rivière, en un lieu hybride entre une salle d'opération et un musée. Des rangées de caisses, des os catalogués, rangés, la colonne vertébrale, la jambe, la main, tous conservés avec une précision obscène. Et, Watson, il s'interrompit, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Il y a espace restant sur ces étagères. Pourquoi?